Alors bienvenue à toutes et à tous pour cette seconde conférence qui a lieu dans le cadre de la programmation culturelle, dans le cadre de notre exposition Zone RS sur la route d'une Bretagne sonore de 1939 à nos jours, réalisée par le Master 2 Magénie. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Barbara Legonidet, chercheuse en ethnomusicologie, et avec laquelle nous avons collaboré pour cette exposition, car nous reprenons les archives de la mission Basse-Bretagne 1939 que Marie-Barbara a réunies sous forme d'un livre en 2009. Et donc ce soir, nous allons parler de son travail, de cette fameuse mission 1939, et aussi il y aura la projection des archives filmiques de cette mission 1939. Voilà. Alors, je suis très émue et très contente d'être là. En 1942, c'était l'abbé Fallerin qui remettait une copie des disques de photographie de cette mission. Alors, je suis sûre que l'environnement n'était pas du tout celui-là, mais bon. Donc, j'ai une pensée pour l'abbé Fallerin que j'ai côtoyé en travaillant sur ses archives et dont je vais reprendre pas mal de propos parce que vous verrez, il avait vraiment le sens de l'humour et c'est bien agréable d'avoir croisé ses archives à lui. Voilà. Alors, je m'adapte. Voilà, donc la première diapo. Ok. Alors. Donc pour vous mettre dans le contexte, il faut que je vous parle du musée qui, en 1939, donc, va organiser cette mission. C'est le Musée national des arts et traditions populaires, alors je vais dire le MNATP ou les ATP, et il provient du musée d'ethnographie du Trocadéro, que vous voyez ici derrière, qui lui-même avait ouvert en 1878. Et en 1937, ce musée du Trocadéro devient le musée de l'Homme. Et vous voyez deux bâtiments à gauche et à droite. Et le MNATP était installé tout au bout d'une des ailes. Alors, c'est celle de ce côté-là. Alors, c'est à droite ou à gauche, je ne sais pas selon le sens. Voilà, donc c'est par là. Par là. Et c'était tout au bout, tout au bout, tout au bout, en dessous. C'était un musée qui n'avait pratiquement pas de place encore et qui d'ailleurs a organisé d'abord ses expositions dans d'autres endroits que dans ses locaux eux-mêmes. Et de l'autre côté, donc par ici, vous aviez le musée de l'Homme. Alors c'est Georges-Henri Rivière qui a créé ce MNATP et qui en sera le directeur jusqu'en 1968. On le voit ici alors qu'il est déjà à la retraite et il pose devant la vitrine des instruments dans un nouveau bâtiment qui sera installé au Bois de Boulogne à Paris en 1972. Et on voit d'ailleurs une harpe celtique qui est là à l'honneur, parmi d'autres instruments. Et alors c'est ce bâtiment qui avait ouvert en 1972 au Bois de Boulogne à Paris qui fermera au public en 2005 en vue de la préparation d'un nouveau musée à Marseille, le Mucem. Je reviens à Rivière, fondateur et directeur du MNATP. Alors, il est d'un milieu, disons, bourgeois, par son père, il vit à Paris, et il est entré en 1928 au musée d'ethnographie du Trocadéro, mais c'est un musicien à l'origine. C'est un organiste. Malheureusement, suite à une blessure à la jambe pendant la Première Guerre mondiale, il n'a pas pu rester organiste. Alors, parce que bien sûr, il ne pouvait plus actionner le pédalier, mais il s'est mis au piano et il était un dandy, un homme du monde. Il était assidu des cabarets à la mode de son époque à Paris et il connaissait Joséphine Baker et Boris Vian, en personnalité. Donc, Rivière aime la musique, mais aussi la Bretagne. Et ses parents lui font découvrir cette région, et après la mort de son père, quand le petit Henri a 7 ans, il ira en Bretagne avec son oncle, qui est le peintre Henri Rivière, et d'ailleurs c'est en l'honneur de cet oncle qu'il s'appellera Georges Henri, parce qu'à l'origine c'est Georges Rivière.
donc qui est un peintre bien connu et dont pas mal d'œuvres sont au musée de Quimper, et qui fait partie de ces artistes peintres qui se sont intéressés à notre région. Mais Rivière, c'est important de le dire, il est aussi par sa mère d'origine paysanne, et petit garçon, il passera une partie de ses vacances chez ses grands-parents qui étaient fermiers dans l'Oise. Voilà donc un musicien de formation classique, un amoureux des traditions populaires et un breton de cœur. Et comme il l'écrira à Xavier de Langlais, qui va aider la mission dans le pays vanté, « J'aime votre beau pays et j'ai voulu le lui témoigner. J'ai donc décidé de placer la Bretagne en tête d'une série de missions de folklore que doit organiser mon établissement dans les différentes régions de la France. » Ce projet de mission, il commence à se préparer au début de l'année 39 et le cadre général est fixé le 7 avril 39 par les enquêteurs qui sont Claudie Marcel Dubois, qui est pianiste de formation, diplômée du Conservatoire de Paris. Elle est donc musicologue, mais elle s'intéresse à la musique populaire, paysanne donc. Parce que le mot traditionnel n'est pas encore employé à cette époque, et donc on parle de folklore, d'où le terme mission de folklore musical. Alors Claudie Marcel Dubois, elle a été recrutée en 1934 au musée du Trocadéro, et donc elle travaille avec Rivière sur les arts et traditions populaires, donc qui n'est pas le terme, hein, donc sur le folklore est essentiellement la musique et la danse. Et en 1937, donc, elle décidera de suivre Rivière au MNATP. Le deuxième personnage, c'est François Fallerin. Il est né à côté de Brest, à Bourblanc exactement. C'est un fils de paysan. Sa langue maternelle est le breton, du Léon. Et il apprend le français vers l'âge de 6 ans quand il rentre à l'école. Et il sera passionné par le breton. Et il viendra à Paris pour faire des études de philologie à l'Institut catholique de Paris, donc, et c'est là que Rivière le recrutera, parce que Rivière, comme il a besoin d'un linguiste pour cette mission, il se renseignera à l'Institut catholique et on lui présentera donc l'abbé Fallerin. Et la troisième personne, c'est une élève de l'école du Louvre, qui deviendra plus tard conservatrice de musée, du musée Guimet d'ailleurs, puisqu'elle s'intéresse aux arts asiatiques, et elle est recrutée pour servir d'assistante secrétaire et pour faire des photos. C'est Janine Auboyer, dont on n'a aucune photo. Et même en cherchant bien sur le net, de nos jours, hein, on trouve pratiquement tout ce qu'on veut aujourd'hui, et bien vous-même, hein, l'Imagénie, moi-même, je n'ai pas trouvé de photo de Janine Auboyer. Voilà, donc c'est la photographe photographiant non photographié. Alors, pour préparer ce terrain, Marcel Dubois et Fallerin rédigent un questionnaire qui va être envoyé aux maires, aux curés, aux instituteurs, c'est-à-dire aux notables, dans toute la Bretagne, hein, dans les 5 départements bretons, et parmi aussi la communauté des Bretons de Paris. D'après des documents d'archives que j'ai retrouvés, j'ai su que 1000 questionnaires avaient été imprimés avec l'enveloppe pour le retour. Les gens n'avaient juste qu'à glisser donc, le questionnaire et à mettre un timbre. Et les enquêteurs n'en ont reçu que 106 sur les 1000 qui ont été imprimés. En tout cas, je ne sais pas si 1000 ont été envoyés, mais ils en ont reçu 106. Tel que celui-ci, qui provient d'un breton de Paris qui s'appelle Hervé Lemaine, qui est le fondateur de l'ancêtre des Bagadous, hein, à Paris. Et voilà donc, vous voyez sur le côté, les questions avaient été rédigées donc, sur la musique et sur la linguistique par Marcel Dubois et Fallerin, et à côté, les personnes répondaient. Voici donc, il y a des questions qui restaient vides. Et assez souvent, les correspondants ont envoyé des documents complémentaires. Et voici par exemple donc la KAV, hein, c'est Kenveriez Arvigno-Aérienne, donc ancêtre de la Bodadeg Arsonérien, pour le dire vite. Et voyez donc, il a donné par exemple une mélodie typique du village dont il était originaire,
Et aussi, il a envoyé cette carte postale où on voit donc ces ancêtres des bagades qui défilent à Paris dans le 18e, rue du Poteau. D'autres personnes sont intéressantes aussi, comme Delalande, qui est membre du réseau ARFALS, qui est une association d'obédience communiste. D'ailleurs, ARFALS, ça veut dire la faucille. Et Delalande fait répondre Alain Nicolas, qui, comme lui, est instituteur à Penmar. Donc voici la réponse. Et vous voyez, il précise que s'ils ont besoin d'autres informations, enfin voilà, certaines personnes se sont vraiment pliées en quatre pour se mettre à la disposition des enquêteurs. Mais d'autres personnes assez nombreuses ont soulevé une polémique et envoyé des lettres de protestation, tout en répondant d'ailleurs au questionnaire pour certaines, parce que ce projet était diligenté depuis une institution parisienne par des inconnus. Marcel Dubois n'était pas l'ethnomusicologue qu'elle est devenue, Fallerin n'était pas du tout l'universitaire qu'il est devenu. Et donc, ça vient de Paris. Le musée des ATP, il a 2 ans d'existence, inconnu au bataillon. Et voilà, donc ça va soulever une polémique. Alors, qu'est-ce qu'on reproche aux ATP? Je donne la parole à Loïs Herrieux, de la région de Vannes, qui est le fondateur, en 1905, de la revue Diunambe, Réveillons-nous, veut dire le titre de la revue. Et donc, il écrit une lettre au directeur, et voilà ce qu'il lui dit. Étant un des folkloristes bretons qui a prospecté le plus dans mon pays, le Vantais, depuis plus de 30 ans, et publié un recueil important d'airs bretons et de nombreux articles de revue, je suis surpris que le gouvernement français s'aperçoive seulement aujourd'hui de l'utilité d'une semblable collection et qu'il désigne pour l'exécuter en seconde main, non des personnalités bretonnes compétentes, qui ne manquent pas, mais une mission anonyme dont nous sommes par conséquent en droit de suspecter et la compétence et le désintéressement. Je ne m'explique pas que le gouvernement, qui fait tout ce qu'il peut pour détruire notre langue bretonne et qui refuse son enseignement dans les écoles, semble, d'un autre côté, s'intéresser aux monuments traditionnels de cette langue. Il y a là une contradiction qui n'est pas à l'honneur des pouvoirs publics. Un autre contestataire virulent, c'est l'abbé Perrotte, qui a fondé l'association Blunbrug, qui signifie fleur de bruyère, et une autre association, Feyz à Breise, Foix et Bretagne. Et lui, il va écrire directement à Fallerin en breton, vous voyez la lettre qui s'est affichée, c'est-à-dire qu'il va passer par-dessus le directeur, Rivière, parce que vous ne savez peut-être pas, mais dans l'administration, c'est au directeur que tout courrier est transmis, et il le lit, il met son visa avant de le remettre aux intéressés. Et là, évidemment, en écrivant en breton, eh ben, c'était une manière de dire à Rivière, eh ben voilà, tu te débrouilles. Il écrit, si je n'ai pas répondu plus tôt au questionnaire, c'est parce que je me méfie de tout ce que fait le gouvernement en Bretagne. Cela fait 40 ans que nous lui demandons l'enseignement de la langue bretonne, et cela fait 40 ans qu'il nous envoie paître. Je pense qu'en Léon, personne n'a collecté autant que moi. Je trouverais très dur de donner les fruits de mon travail à un gouvernement qui s'acharne à opprimer autant qu'il le peut l'esprit de la Bretagne. Dans ces écoles, on n'essaie pas de nous apprendre une langue supplémentaire, mais de nous apprendre une langue qui doit faire disparaître la nôtre. Voilà, vous voyez, c'est assez fort, et ces critiques sont assez partagées par d'autres correspondants. Alors Fallerin n'est pas étonné quand il reçoit cette lettre de Perrotte, puisqu'il sait, alors je cite Fallerin, qu'un mot d'ordre venu de Paris et lancé je n'ai pu savoir par qui, recommandait à l'égard de notre mission une abstention méfiante. Cette consigne se préparait déjà dans le milieu du Blunbrug. Mais le but en est manqué à cause du communiqué des semaines religieuses qui a jeté la consternation chez ces abstentionnistes. Effectivement, voici un des communiqués de presse que Rivière, donc
alerté par cette polémique, a pris soin de faire paraître dans différentes revues. Et là, donc, on peut lire qu'il s'agit d'une enquête officielle sur le folklore de Basse-Bretagne. Le Musée national des arts et traditions populaires, Palais de Chaillot, Paris, envoie en Basse-Bretagne du 20 juillet au 10 septembre prochain environ une mission officielle composée de 3 membres, dont M. l'abbé Fallerin, prêtre du diocèse de Quimper, est chargé de recueillir les chants, airs et danses populaires traditionnellement en usage dans la région. Dans les localités où elle s'arrêtera, M. l'abbé Fallerin se présentera au presbytère muni d'une lettre par laquelle Monseigneur Dupart l'autorise volontiers à remplir la mission de folkloriste celtisant qui lui est confiée et demande au clergé de l'accueillir avec bienveillance et de lui faciliter sa tâche. Et donc cette même autorisation a été obtenue pour les évêchés dans toute la Bretagne. Donc voilà, l'abbé Fallerin ajoute dans son journal de route que ces détails de boycott lui ont été fournis confidentiellement par un professeur du séminaire. Et Fallerin dit qu'il était accusé de s'être laissé rouler dans la farine par des organismes de gauche. Effectivement, pourquoi il dit ça? C'est parce que le MNATP a été inauguré à Paris le 1er mai 1937, la fête nationale des travailleurs. Et 1937, nous sommes sous le gouvernement du Front populaire. Donc, c'est sûr que ça ne pouvait pas très bien passer chez les curés, mais aussi, vu que Fallerin était lui-même un curé, ça passait mal chez les communistes, comme les instituteurs d'Arfals. Or, bien sûr, ce sont les curés et les instituteurs qui sont les meilleurs connaisseurs du terrain. Et il fallait donc se les mettre dans la poche pour qu'ils facilitent le travail de la mission. Et donc, en répondant au questionnaire, ils étaient bien sûr, ces notables-là particulièrement, les plus à même d'aider pour le travail des enquêteurs. Bon, la polémique finit par se tasser, et voilà les 3 enquêteurs qui partent sur le terrain. Je donne la parole à l'abbé Fallerin. Comme il était convenu, le samedi 15 juillet 1939, vers 3 heures de l'après-midi, les enquêteurs se rencontraient sur la place de l'église à Surzur, à 16 km à l'est de Vannes, presque à la limite du domaine bretonnier. Mes 2 coéquipières m'y attendaient, arrivées directement de Paris par la route avec Philomène. Philomène, au nom de vieille servante, c'était la petite voiture de Marcel Dubois. Elle se donnait beaucoup de mal pour faire en terrain plat ses 40 km à l'heure et contenait avec le matériel de la mission sa propriétaire et l'ami qui l'accompagnait. On l'avait aménagé de façon à fournir le courant pour l'enregistrement des disques dans les fermes où il n'y aurait pas d'électricité, et cette installation ajoutait à la gravité naturelle de son allure. J'arrivais de mon côté sur une solide bicyclette à changement de vitesse. Et là, on voit Fallerin avec une informatrice et la bicyclette postée devant la maison. Pour faire la paire avec Philomène, je l'appelais Sidonie, en souvenir d'une tortue de mes connaissances, descendante directe, assurément, de celle qui immortalisa La Fontaine. La course du lièvre et la tortue fut une de nos distractions quotidiennes. Rien ne sert de courir. La tortue tenait à sa réputation fabuleuse. Il convient d'ajouter que, pour les déplacements considérables d'une station à l'autre, elle utilisait volontiers le chemin de fer ou l'autocar ou la voiture que d'aimables abbés bretons mirent fréquemment à sa disposition. En somme, une tortue à la page, chaussant à l'occasion des bottes de cette lieu. À Surzur, le travail nous fut singulièrement facilité par l'active et efficace collaboration de Xavier de Langlais, le peintre bien connu. Il nous avait recruté d'avance des chanteurs et des chanteuses. Le matin du dimanche 16 juillet, il les réunit au coin de la place de l'église, chez Madame Le Gall, dans l'arrière-salle de l'auberge. Quelques bolets de cidre eurent vite fait de rompre la glace et de délier les langues. Bientôt, les chansons s'envolèrent. Discrètement, le micro se glissa derrière les bouteilles devant 2 chanteuses, tandis que dans un coin de la salle, les demoiselles surveillaient l'appareil enregistreur. Il y en a un vrai dans l'exposition, si vous ne l'avez pas encore vu, vous le verrez.
Quand les chanteuses se turent, voilà qu'à leur stupéfaction, du coin de la salle, leurs voix reprennent. Bewen me bian bianic, me malem whisky kerpopik. Chacun retenait son souffle, tendait l'oreille, écarquillait les yeux. Pourtant, on ne voyait rien d'autre au coin de la salle qu'une boîte entr'ouverte où tournait une espèce de galette noire, avec une aiguille qui lui grattait dessus. C'est de là que venaient les voix. Avait-on jamais vu pareille chose? Aussi, chacun fut fier de faire prendre sa voix. Le climat favorable était créé dès le premier contact, dans les meilleures conditions, et l'atmosphère de toute la mission s'en ressentit heureusement. Nous nous souviendrons longtemps d'une vieille chanteuse de Gouézec, la naïve et malicieuse Canuchen, qui regardait sous la table en riant pour chercher le petit garçon qui savait si bien imiter toutes les voix. Étonnée de ne pas le découvrir, du moins elle admira fort la promptitude et la sûreté de sa mémoire. Ne voulant pas cependant passer pour plus crédule qu'elle n'était, elle émit l'hypothèse que « Huipus desquete gentel de en Maroc ». Nous lui avions peut-être donné des répétitions en cachette. L'enregistreur de disques fut un élément essentiel du succès de la mission. Alors, Claudie Marcel Dubois évoque elle aussi l'importance de l'appareil enregistré dans une conférence qu'elle donne à la Société de folklore français au retour en septembre 1940. Je la cite. « À propos de l'appareil phonographique, je dois rappeler que nous avions comme principe d'aller voir nos informateurs et de les enregistrer chez eux. Dès que nous sortions d'un bourg, nous ne trouvions plus d'électricité, et les fermes sont situées assez loin de celui-ci. Cela nous obligeait à couvrir une certaine distance avec des appareils pesant un minimum de 60 kg si l'endroit où nous nous rendions était muni d'électricité et de près de 200 kg dans le cas contraire. Sur les indications de M. Labbé, nous avons jugé de ces difficultés dès la phase préparatoire à Paris, et j'ai pu mettre à disposition une petite automobile que nous avons fait transformer en véritable car d'enregistrement en réduction. Cette voiture, munie d'accumulateurs et d'une transformatrice permettant l'alimentation de l'appareil d'enregistrement, était de dimension très restreinte. Si cela eut d'inévitables incommodités pour le transport des membres de la mission, ce fut aussi une des causes de notre succès dans nombre des cas. Une voiture plus grande aurait été dans l'impossibilité de passer par les chemins creux et les charrières des champs que bien souvent nous avons dû traverser. Et là, donc, vous voyez, sur cette diapositive, dans les archives aussi, a été conservé ce document qui aurait sûrement été jeté si la guerre n'était pas venue et qu'ils aient eu le temps de trier leur papier. La facture donc d'une agence Peugeot à Paris. Et on voit donc Mission Basse-Bretagne, installation, je ne sais pas si vous voyez, oui, installation, on parle donc de l'installation qui avait été faite dans la voiture. Donc vraiment des documents très intéressants aujourd'hui. Alors, je continue à citer Claudie Marcel Dubois. Notre méthode consistait donc à aller les interroger, les informateurs, et les enregistrer chez eux, chaque fois que cela était possible. Lorsque nous arrivions chez l'un d'eux, nous commencions à décharger les appareils et le matériel de la voiture, pendant que M. Labbé causait avec les habitants de la ferme et les mettait en confiance, en breton bien sûr. Nous procédions alors aux enregistrements et aux notations, puis nous posions aux chanteurs une série de questions auxquelles ils nous ont toujours répondu avec bonne volonté. Nous repartions rarement sans emporter une moisson appréciable. Lorsque nous avions visité plusieurs fermes dans la même journée, cela devenait dangereux pour le retour, car partout il nous fallait goûter le café, le cidre ou l'eau de vie qu'on ne manquait jamais de nous offrir. Le 22 août, à Gorée-en-Vec, dans le Finistère, il s'est produit un événement assez drôle que raconte Janine Boyer dans le journal de route. Là, vous voyez, donc c'était un cahier d'écolier qu'elle a utilisé pour tenir ce journal de route. Et là, voilà les pages 18 et 19 qui sont ouvertes. Ce n'est pas ce que je vais vous lire, mais... Alors, donc, elle écrit à propos de cet événement assez drôle.
Nous avons commencé par aller à Gorée-en-Vec, où notre installation prit du temps, car par suite d'un deuil, il y a moins d'1 an, à la ferme de M. Gouriou, il nous fut indiqué qu'on ne pouvait pas chanter dans sa maison. Effectivement, ça aurait été tout à fait incorrect de chanter, hein, et le chant était quand même lié au plaisir, alors qu'un deuil récent était survenu. Donc, il nous fut indiqué qu'on ne pouvait pas chanter dans la maison. Nous dûmes donc nous installer dans une grange attenante, et il fallut s'accommoder d'une brouette renversée et nivelée par des moyens de fortune. Là, vous voyez donc la brouette à l'envers et l'appareil à enregistrer dessus. Et on voit donc Claudie Marcel Dubois qui est caché derrière l'appareil Soubitaise, M. Gouriou au centre et l'abbé Fallerin. On les voit donc tous les deux, les enquêteurs, bien rédigeant leurs notes, bien attentifs comme des élèves studieux. Malheureusement, écrit Janine Boyer, au moment d'enregistrer M. Gouriou, les accus d'enregistrement se trouvèrent subitement trop faibles à cause de la température humide qu'il fait tous ces jours-ci. Nous avons dû renoncer à aller dans les autres à le projeter, mais avec la petite consolation d'être presque sûr de n'y trouver personne. Et là, c'est assez intéressant parce que ceux qui croient aux intersignes, à l'au-delà, etc., comme notre ami Donatien Laurent, aurait dit que, eh bien voilà, il était interdit de chanter à cause du deuil, et ben voilà, l'appareil n'a pas fonctionné. C'était normal. Alors, quelques mots sur la méthode de travail qui a permis de réunir de très nombreuses archives également. Je cite Claudie Marcel Dubois, toujours dans cette conférence de septembre 40. Une fois que nous étions chez l'informateur, que lui demandions-nous? Avant de partir, nous avions rédigé avec l'abbé Fallerin un questionnaire type. Pour ma part, à chaque chanteur et pour chaque chanson, je posais les questions suivantes. Où, quand et de qui avez-vous appris cette chanson? Avez-vous changé quelque chose à l'air, au ton, comme on dit en breton, ou aux paroles de cette chanson? Cette chanson est-elle encore connue dans votre pays? Quand chantez-vous et avez-vous chanté cette chanson? A-t-elle un titre ou quels sont les premiers mots? Connaissez-vous un autre air pour ses paroles ou d'autres paroles pour ce ton? En fait, là, c'est ce qu'on appelle la sociologie des chants pour essayer d'étudier la circulation des chants, les répertoires, etc., etc. Ces renseignements étaient inscrits au fur et à mesure sur différents carnets. Là, vous voyez ici le carnet de chansons. Alors, c'était des carnets manifoldes, c'est-à-dire que ça permettait d'avoir un double exemplaire. Et vous voyez en haut les numéros des pages. Donc là, on est au deuxième carnet. Donc, elle a mis 101, hein, c'est la 101e chanson. Donc, le haut de chaque page donnait son numéro à la chanson enregistrée. Les enquêteurs reportaient le lieu et la date d'enregistrement, le nom de l'informateur, le numéro du disque gravé, la mention de la notation musicale, et c'est donc Claudie Marcel Dubois qui les prenait en dictée. Voici un exemple de ces dictées. Alors, d'après la qualité quand même de la dictée musicale, qui est brouillon, mais qui est quand même assez bonne, ils ne l'ont pas dit, mais je pense qu'ils faisaient répéter, évidemment, et avant de gâcher un disque, on ne peut pas revenir en arrière une fois que c'est gravé, ils faisaient répéter les chanteurs et les chanteuses qui, malgré tout, quand même, avaient parfois la mémoire défaillante, et donc ça leur permettait, à l'abbé comme à elle, de se préparer pour la transcription linguistique et musicale. Et là, vous avez donc cet air Pewang Mebian Bianik, qui a été le premier air enregistré à Surzur le 16 juillet, et les deux chanteuses qui l'ont interprété. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est intéressant parce que c'était donc le premier disque qui était enregistré, les premiers informateurs, et dans le pays vanté, on ne chante pas à deux. Mais personne n'osait se lancer, et donc, ces deux, Madame Legac et Madame Mercier, voilà donc ici le carnet, la première page, le carnet où Fallerin notait la biographie des informateurs. Donc voilà Marie Legac, donc celle qui a chanté avec Madame Mercier. Alors les conditions d'enregistrement n'étaient pas toujours faciles, je vous l'ai expliqué chez M. Gouriou.
Mais au moins, dans cette grange, ils étaient tranquilles, parce qu'ils ont eu aussi d'autres conditions qui étaient meilleures, comme ici, à la mairie de Plogastel-Saint-Germain, où ils ont disposé d'un véritable bureau. Ils n'ont pas dû écrire sur leurs genoux comme Agoré-en-Bec. Mais on imagine le bruit qu'il devait y avoir autour, avec les enfants que vous voyez, et puis toutes les personnes qui venaient, qui n'étaient pas forcément les informateurs et les informatrices, mais des curieux qu'évidemment ils ne pouvaient pas mettre dehors. Alors, au sujet des enfants, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un extrait d'une conférence. Alors justement, c'est la conférence que Fallerin a donnée à Rennes en 1942, au sujet du chant qui raconte l'histoire d'un tailleur et d'une jeune fille. Donc je dis: au soir d'une journée fructueuse au presbytère de Scrignac, rendez-vous fut prêt pour le lendemain matin au cloître Pleyben. Ce jour-là, une fois n'est pas coutume, la tortue se laissa distancer par le lièvre. Ces demoiselles montaient de Châteaulin, leur centre de rayonnement en cette région. Ayant couché à Scrignac, j'ouvre une parenthèse, on imagine qu'il était chez l'abbé Perrotte, qui avait quand même accepté de l'aider, je ferme la parenthèse, je descendais des monts d'Arrée, et passant à Bellouat, comme chacun sait, il y a une magnifique forêt et des rochers extraordinaires, je ne sus résister à l'attirance du gouffre et du chaos. Aussi, j'arrivais un peu en retard au cloître Pleyben. La première connaissance que j'y rencontrai, ce fut la sympathique Philomène, arrêtée à la porte d'une salle de noces. Ses maîtresses m'y attendaient, le matériel d'enregistrement déjà tout prêt dans la salle, que la patronne mettait aimablement à notre disposition. Salle de noces, salle de danse le plus souvent, où ont lieu toutes sortes de danses hérétiques. Les danses orthodoxes ou bretonnes s'accommodent mieux du plein air, de la ronde ou de la chaîne. Dans le diocèse de Quimper, il existe sur ces questions des règlements épiscopaux prudents et fort sages. J'ouvre une parenthèse pour ceux qui ne savent pas. Là, il parle des danses comme la valse, qui se danse en couple donc, à la différence des danses bretonnes, et qu'on appelle en breton cof à cof, ce qui veut dire ventre contre ventre, et qui donc bien sûr était très mal vu par les curés. Et donc les règlements diocésaaux, oui j'ai mal prononcé, peu importe, il y avait des centimètres qu'il fallait respecter entre le couple. Et certains curés n'hésitaient pas à aller mettre la règle du cof au cof du jeune homme et de la jeune fille pour vérifier qu'ils ne se touchaient pas. Donc voilà, je referme la parenthèse. Si j'étais arrivé le premier au cloître Pleyben, voilà ce qu'il en coûtait de s'attarder au gouffre de Carrie en Silla, des lieux de plaisance aux lieux de plaisir. N'avais-je pas raison de dire que les Parisiens ne se doutent de rien, les Parisiennes encore moins naturellement? La salle où nous allions travailler se trouvait à 2 pas du presbytère. Monsieur le recteur était absent ce matin-là. Pourquoi d'ailleurs sa paroissienne ne serait-elle pas en excellents termes avec lui et les règlements diocésains? Elle pouvait l'être, après tout. Elle l'était même certainement. C'était une si brave femme, si aimable, si complaisante. Dans l'après-midi, eut lieu un baptême, et notre correspondant local s'avisa soudain que le parrain connaissait une belle chanson. Le parrain, M. Autret, 72 ans, ne se fit pas prier. Il vint, suivi de tous les enfants du bourg qui s'étaient disputés les dragées jetés à la volée sur la place après le baptême. M. Autret nous chanta une chanson tout en dialogue, digne des meilleures farces du Moyen-Âge, qui me fit passer par des transes, qu'on en juge. C'était l'histoire d'un tailleur qui voulut séduire une jeune fille. Il la rencontra dans un chemin et lui demanda un rendez-vous. Justement, elle couche seule dans un grenier. « J'irai ce soir, lui dit-il. Le lit est soigneusement préparé. Le soir arrive, le tailleur aussi. Diable, diable, comment cela va-t-il tourner? Tout en transcrivant le texte breton avec l'application d'un écolier qui fait sa dictée, je me trouvais de plus en plus mal à l'aise. Je croyais sentir, braqué sur moi, me brûlant le dos, les regards de tous ces gosses qui savaient parfaitement le breton. Au chanteur lui-même, debout près de moi, qui avait le nez dans mon cahier,
je prêtais un regard ironique. Serait-il en train de se payer ma tête? Je posai mon stylo et le dévisageai. Il était en sérieux, l'air honnête, presque candide. Derrière lui, les gosses, insouciants, continuaient à se pousser, à rire, à parler. Je me levai brusquement et tournai vers eux d'un air sévère. « Écoutez les enfants, vous nous avez assez regardés. Vous faites bien trop de bruit et vous nous empêchez de travailler. Tout le monde dehors. Nous continuerons quand le dernier sera sorti. » Et ils s'en allèrent à regret, en silence, et je fermai la porte à clé derrière eux. Mesdemoiselles Boyer et Marcel Dubois me regardaient, un peu interloquées de cette sortie incompréhensible pour elles, puisque bien sûr en breton. Puis nous nous sommes remis au travail, et à la fin de la journée, l'incident était oublié. Ce n'est qu'un an plus tard qu'elles ont appris, par le hasard d'une conversation, et non sans bien rire, la cause mystérieuse de cette feinte colère. La chanson se termina d'ailleurs infiniment mieux que je n'étais en droit d'espérer. Pour aider le lecteur à mieux la comprendre, voici la composition de lieux qu'elle suppose. Un chemin, puis une ferme dont la maison d'habitation est prolongée par une écurie. Au-dessus de l'écurie, un grenier auquel on accède par un escalier extérieur. Dans le plancher du grenier est découpée une trappe par où l'on peut surveiller les bêtes et leur jeter du fourrage. Le lit a été dressé sur la trappe. Et quand le tailleur vient rejoindre la jeune fille qu'il croit au lit, voilà qu'il tombe dans la paille, un étage en dessous, et se retrouve tout nu dans l'écurie, bien penaud, tandis que la jeune fille et sa mère y sont aussi, à se moquer de lui. Alors on va écouter ce chant, et vous allez entendre au début la voix de l'abbé Fallerin qui lit l'annonce. J'espère que ça va se passer bien. Mission en bas Bretagne 1969. Le de droit du président du ministère. Le dernier qui met en mal. Où allez-vous dans tout soyez? Bon, j'arrête là, hein, elle dure bien plus longtemps. Et voilà donc l'histoire de ce Kemenerma. Alors, en plus des chanteurs, donc c'était principalement les chanteurs qui intéressaient la mission. Pourquoi? Parce que le chant, c'est du breton, et il y avait l'aspect linguistique qui intéressait énormément l'abbé Fallerin. Mais bien sûr, ils ne sont pas passés à côté des instrumentistes, on dirait aujourd'hui, des sonneurs. Et voilà donc un couple de sonneurs et un accordéoniste qu'ils ont croisés, et on verra et on entendra tout à l'heure dans le film, les extraits, donc je voulais faire écouter. Qui ont eu droit aussi, bien sûr, comme chaque informateur, à leur carnet, vous voyez, était spécial pour les sonneurs. Et les danses aussi faisaient partie du travail des enquêteurs, mais finalement, ils ont très vite abandonné cet aspect, puisque aucun n'était spécialiste, et vous imaginez quand même qu'ils avaient beaucoup de travail auprès des informateurs, c'était absolument impossible de tout mener de front. Alors, on verra qu'ils ont été filmés, et puis des photographies aussi ont été faites. Donc là, je vous donne 3 exemples. D'ailleurs, sur cette photo-là, vous voyez au centre
un personnage habillé à la mode de l'époque, avec le pantalon de golf, un béret, c'est Xavier de Langlais, hein, qui les avait introduits à Surzur. Ici en pays bigoudin, et puis ici, je me rappelle plus. Alors, voici la carte du parcours qu'ils ont effectué. Ah, ils ne sont pas allés jusqu'à Morlaix, hein, mais vous voyez, jusqu'à Scrignac, en haut, ils ont cité. Alors, je vais vous lire un extrait de ce qu'explique Janine Auboyer, et c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous ai lu un extrait de Marcel Dubois. C'était une conférence publique à la Société du folklore français à Paris, au Musée de l'Homme. Et alors elle disait que les informateurs avaient été tous très aimables, ils avaient fait une collecte de moissons, etc. Forcément, elle ne pouvait pas dire ce que Janine Auboyer a écrit dans le journal de route, que je vais vous lire maintenant. D'une façon générale, on peut constater que les habitants du Morbihan ont été beaucoup plus accueillants que ceux du Finistère et qu'ils ont mieux compris notre tâche et l'ont secondée avec bonne volonté. Sans doute cela tient-il à plusieurs causes, dont les deux principales furent d'une part le fait que nous avons été aidés à Surzur par M. de Langlais et qu'à Brandérion, l'abbé Fallerin y ayant fait un séjour préliminaire, il s'y trouva en pays de connaissance. D'autre part, les travaux de la moisson et les battages, très en retard pour la saison, ne nous ont pas trop gênés en Morbihan, tandis que par ici, en Finistère donc, ils battent leur plein. Enfin, les bruits de mobilisation générale ne sont pas faits pour inciter les gens à chanter, car ils ne peuvent pas comprendre que nous l'envisageons comme un travail. Notez cependant l'accueil chaleureux rencontré à Plonéis. Quelques années auparavant, M. Fallerin y avait béni le mariage d'un cousin avec une jeune fille dont la famille fournit la plupart des informateurs. Remarquez à ce sujet l'importance des relations personnelles et de la préparation psychologique. De plus, dans le Morbihan, la mission fit un travail intensif très localisé, très circonscrit. 10 jours à Surzur et environ, 4 jours à Brandérion et dans le Finistère, un travail extensif, visitant beaucoup de localités, mais ne s'arrêtant guère plus d'un jour dans chacune. Pas assez pour apprivoiser, hein, entre guillemets, c'est elle qui met les guillemets, donc pas assez pour apprivoiser les informateurs, toujours un peu méfiants par nature. Et c'est très intéressant, ces réflexions, parce que ça montre bien déjà comment les Bretons, leurs informateurs, envisageaient le chant, hein, alors qu'ils ne pouvaient pas comprendre évidemment que c'était un travail. Et on comprend aussi mieux pourquoi le deuil empêchait M. Bourriou de chanter. Et on voit donc qu'ils ont été sensibles à la psychologie des personnes. Et aussi, bien sûr, ils dérangeaient ces braves gens qui étaient des paysans, qui avaient leur travail à faire. Hein. Alors vous verrez dans l'exposition, si vous ne l'avez pas déjà vu, la petite valise, et c'est très... les étudiants ont fait un très beau travail en mettant des petits souvenirs de Paris, et la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Et effectivement, c'est parce qu'on a retrouvé dans les archives une lettre de Janine Auboyer qui dit à l'abbé Fallerin qu'elle a acheté tous ces petits colis fichés pour offrir aux personnes qu'ils allaient rencontrer. Bon, c'est très, très drôle parce que là aussi, on mesure à quel point aller dans ces confins de l'Ouest, c'est aller très loin par rapport à Paris. Et ils rencontraient des personnes qui étaient pour eux des indigènes, hein, des autochtones d'une autre région, parlant une autre langue qu'eux. Hein. Et ça, tous ces petits détails-là, qui ne sont pas dans les conférences, qui ne sont pas après publiés, c'est grâce aux archives qu'on a ces informations-là. Voilà. Alors, le 26 août, ils sont à Châteauneuf-du-Faou et ils doivent se rendre à Pont-Aven. Et Janine Auboyer écrit qu'il faisait un temps épouvantable et la voiture ayant eu besoin de soins et ne s'étant pas trouvée prête à l'heure dite, force nous fut de ne partir qu'après le déjeuner. Vers 11 heures, on vint nous avertir qu'on réquisitionnait les voitures dans la commune, mais qu'on ne la prendrait pas. Une demi-heure plus tard, les gendarmes demandaient à nous parler. Ils voulaient savoir ce que nous transportions, à quoi servait l'appareil d'enregistrement, les batteries et les autres accessoires de la mission.
Pour les convaincre de nos intentions légales, nous dûmes décharger le tout et leur donner une audition des disques qu'ils désignaient. Ils nous laissèrent ensuite libres de partir, mais nous ont avertis que nous aurions sûrement ces jours-ci des difficultés du même ordre à poursuivre notre travail, surtout sur le terrain, car le gouvernement interdit toute manifestation autonomiste et le fait d'enregistrer du breton pouvait être pris pour une activité de ce genre. Notre hôtesse nous a appris à déjeuner qu'on avait en effet arrêté 9 autonomistes marquants à Morlaix et découvert un dépôt d'armes dans la même région. En traversant Quimper, nous avons appris le rappel de 2 nouvelles classes. Néanmoins, nous sommes décidés de tenter la chance demain de travailler à Névez, que l'on nous a désigné comme présentant des particularités linguistiques intéressantes. Si nous ne pouvons continuer, nous mettrons nos notes à jour. Si nous le pouvons, nous serons le 28 août à Sker, où nous avons pris rendez-vous avec M. l'abbé Favé et M. Croissant pour la fête communale, le 30 à Surzur pour enregistrer les chants que nous n'avons pu prendre à cause de la panne de l'appareil. Effectivement, à un moment, elle a raconté, Janine Auboyer, qu'une pièce était défectueuse et ils ont envoyé un télégramme à Paris pour qu'on leur prépare une pièce, la pièce qui manquait, le temps de 3 jours que ça arrive, donc ils n'ont pas pu tout enregistrer à Surzur. Et donc, ils devaient se repartir donc à Surzur, et nous y resterons le 31 et le 1er, et nous serons le 9 septembre à Pontivy, où, après avoir retrouvé M. Rivière, nous prospecterons la frontière linguistique entre Pontivy et Vannes. Et ensuite, vous voyez un trait, et puis on arrive au 4 septembre 1939, Paris. Les événements se sont précipités. Le 26 août au matin, Claudie Marcel Dubois ayant été rappelée d'urgence par le musée, la mission s'est disloquée. La mobilisation générale a été proclamée, puis la guerre déclarée hier. Le bilan de la prospection est le suivant. 118 informateurs, chanteurs, 93 disques double face et 198 chansons, 437 photographies, 12 films, tout cela pour une durée de 6 semaines. Donc, la mission est disloquée. Fallerin, lui, va repartir au Bourg-Blanc dans sa famille. Et donc, les 2 demoiselles repartent à Paris en voiture avec la précieuse cargaison. Et en prévision des bombardements sur Paris, ordre est donné par le ministère de la Culture de mettre en sécurité les œuvres d'art dans les musées. Et Rivière décide de mettre les disques collectés par la mission dans des caisses qui seront envoyés en province pour qu'ils soient en sécurité. Et donc il a bien conscience de l'intérêt de cette collecte. En plus, quand on voit la polémique que ça a suscité, les problèmes liés au mouvement breton, la guerre qui s'est déclarée, il ne voulait pas que tout cela disparaisse. Mais malheureusement, les caisses sont restées pendant plus d'1 an dans les caves humides d'un des châteaux de la Loire, qui appartenait au ministère de la Culture, et les enregistrements seront très abîmés, et vous l'entendrez d'ailleurs dans le film, et vous avez entendu aussi M. Autré, quand il chante Dableriyet Kemenermat, alors qu'il raconte que l'appareil était comme le 4e enquêteur avec eux. Forcément, quand les gens s'entendaient chanter, c'était certainement pas cette mauvaise qualité. Sinon, ils auraient dit, mais ils n'auraient pas. La vieille dame là, de Bouézec, la Canuchaine, elle n'aurait pas regardé sous la table s'il y avait un petit garçon. Hein. En fait, c'est bien sa propre voix qu'elle entendait, et ça devait être d'une qualité tout à fait bonne. Hein. Voilà. Alors, dans les 3 ans qui ont suivi la mission, 3 ans période de guerre, Claudie Marcel Dubois et l'abbé Fallerin ont travaillé sur leurs documents. Ils se sont chacun répartis ce qu'ils avaient fait. Ils ont travaillé chacun de leur côté. Ils avaient un projet d'édition d'un livre qui aurait fait 800 pages. Ça aussi, j'ai retrouvé le plan de leur ouvrage dans les archives. Ils devaient donc publier toutes les transcriptions musicales qui ont été remises au propre par Claudie Marcel Dubois à l'aide de ses notes, mais aussi à l'aide de l'écoute des disques. Fallerin, lui, a mis au propre ses transcriptions dans un breton
qui n'est pas l'écriture orthographique, hein, qui n'est pas la linguistique non plus. Et les carnets de terrain, eux, ils ont été dépouillés, et ils ont permis de faire une fiche de synthèse comme celle-là pour les 198 chants. Mais le projet est tombé à l'eau, donc en raison du fait qu'ils n'étaient pas ensemble pour travailler, de ces années de guerre difficiles. L'abbé Fallerin avait une santé fragile, hein, je crois qu'il avait été opéré d'un poumon, il n'avait plus qu'un seul poumon. Et puis après, il a pris la chaire de linguistique à Rennes, Marcel Dubois a enchaîné sur d'autres missions, voilà, donc ça n'est jamais, cette enquête est restée à l'état d'archives dans des placards. Et donc moi, quand je suis arrivée aux ATP, en 2004, j'ai découvert la richesse de ce fonds, et fin 2007, j'ai décidé de rendre publique cette enquête. Les archives étaient restées séparées en deux, tout ce qu'avait produit Fallerin était à l'université de Brest, hein, où il avait fini sa carrière de linguiste. Après la chaire à Rennes, il avait fait ouvrir une chaire à Brest, où elle existe toujours. Et tout le reste, donc la plus grosse partie, puisque toute la correspondance, les rapports, etc., était au musée à Paris, donc dans l'ancien bureau de Marcel Dubois, que j'occupais moi-même. Et grâce à un financement du ministère de la Culture et la région Bretagne, on a pu éditer un livre avec le comité des travaux historiques et scientifiques et avec Dastune, livre qui contenait un DVD encarté. Ce travail est sorti en 2009 et cette année, donc, cette mission fait l'objet d'une exposition et je redis à quel point je suis ravie de cette exposition. Alors, vous l'avez compris, en plus du collectage fait sur le terrain, il y a énormément de documents écrits, hein, plus de 2000, et qui sont très intéressants, puisqu'ils ont une valeur historique pour l'ethnomusicologie de la France, pour l'histoire du mouvement breton à cette période d'avant-guerre, pour l'étude de la culture, de la musique et de la langue bretonne à cette époque. Et je trouvais dommage d'avoir numérisé toutes ces archives, parce que c'est moi qui les fais, parce que je voulais les publier, donc d'avoir numérisé tout cela et que ce ne soit pas accessible, parce que le DVD, il avait une taille limite, et dedans, il y avait uniquement ce qui était film, images, enregistrement bien sûr, mais il n'y avait pas toutes les archives. Et donc en 2011, j'ai obtenu un autre financement du ministère de la Culture pour mettre en ligne l'ensemble des archives, et vous pouvez les consulter sur le site dont l'adresse est ici affichée. Et ça permet donc à qui souhaite d'avoir accès à ce fonds qui vraiment est exceptionnel et très très intéressant. Voilà, je vous remercie pour cette partie de l'exposé qui est terminée. D'ailleurs, dans l'exposition, vous avez un QR code, et dans ce QR code, il y a donc une playlist avec certains sons, mais il y a également un lien vers les archives de la mission Basse-Bretagne. Donc, si jamais vous ne l'avez pas avec vous, vous pouvez aller à l'exposition et prendre le QR code. Voilà. Alors avec tout ça, je ne sais pas quelle heure il est. 29. Alors si vous avez des questions, parce que là, bon, vous voyez, j'ai présenté les choses d'une manière un peu plus imagée, en reprenant les anecdotes, mais il y a peut-être des choses qui vous intéressent de savoir et auxquelles je peux peut-être répondre, parce qu'après on regardera le film. C'est pas du tout une question, c'est plutôt une remarque. J'avoue avoir découvert des choses alors que ça fait 7 ans qu'on travaille dessus, donc je suis plutôt content parce qu'il y a plein de petits détails qu'on n'a pas pu tous lire. Dans ce que j'ai dit là? Oui, Bah, tant mieux. Et je suis plutôt content d'assister encore plus à la conférence parce que voilà, j'ai découvert des petites choses. J'ai la photo avec la bicyclette, on n'a pas réussi à la retrouver par exemple, donc j'étais content de la voir. Ah, pourtant elle est dans les 437 photos officielles. Elle a dû passer entre nos radars, mais voilà, c'était juste pour dire à quel point j'étais content. Merci. D'autres questions? Oui? Je voulais vous demander si à l'époque il y avait eu un effort équivalent vers d'autres régions en
fait, peut-être vous l'avez dit au tout début, mais je suis arrivé... vous avez Pas à commencé l'époque. déjà. En fait, la mission... Et cet intérêt, voilà, Oui, alors le but du Musée national des arts et traditions populaires, le nom qui a été donné, Musée des arts et traditions populaires, c'était important parce que c'était un musée qui dépendait du ministère de la Culture. Mais c'est un musée d'ethnographie, d'ethnologie française. Il ne pouvait pas s'appeler comme ça. Mais le but était bien sûr de faire des enquêtes ethnologiques dans la France entière pour collecter des objets dans le cadre d'enquêtes-collectes pour documenter ces objets ethnographiques. Et donc, 2 ans après son ouverture, la première enquête est donc diligentée en Bretagne. Alors, il y a plein d'autres archives qui disent pourquoi la Bretagne a été choisie. Fallerin explique que, parce que, effectivement, c'était... les Bretons, c'est les ancêtres des Gaulois, donc on pensait, déjà les romantiques puis les folkloristes, retrouver l'état de la langue parlée en France par les Gaulois à travers le breton. Il y avait plein de mythes comme cela, qui bien sûr sont complètement, ont été battus en brèche. Même Claudie Marcel Dubois pensait retrouver des mélodies archaïques, et étant sur le terrain, elle a vu qu'elle était devant des gens qui étaient vivants, qui chantaient des chants qui leur correspondaient, ce n'étaient pas des choses de l'Antiquité celto-gauloise. Et donc la Bretagne avait été choisie pour cette raison-là aussi, parce qu'elle était très isolée, donc voilà, c'était un véritable conservatoire. Mais après, l'ensemble de la France, pas complètement, a été couvert. En 1944, Claudie Marcel Dubois a eu l'occasion d'aller dans le Berry, où elle avait de la famille, donc je pense qu'elle a dû se mettre un peu à l'abri pendant cette période d'occupation. Et après la guerre, en 1946, il y a une grande enquête aussi linguistique également qui a été menée en Haute-Loire, donc sur l'Occitan, et puis après au Pays Basque en 1947, en Provence dans les années 50, dans les Landes, en Aubrac en 1965, voilà. Donc, effectivement, il était prévu de couvrir l'ensemble de la France. Et du coup, on a aujourd'hui aux Archives nationales, parce que le MUCEN donc, est l'héritier du Musée des arts et traditions populaires partiellement, puisqu'il a les objets à 3 dimensions, et les collections iconographiques, mais toutes les archives ethnomusicologiques et ethnologiques, donc les fonds sonores, toutes les archives écrites, sont aux Archives nationales. Voilà, donc là on peut aussi consulter tous les terrains qui ont été faits par les ethnologues qui étaient associés au musée, qui hébergeait un laboratoire du CNRS. Le CNRS a été créé en 1939 aussi. Il s'appelait d'abord la Caisse nationale de recherche scientifique et ensuite le Centre national de la recherche scientifique. Et donc ces ATP étaient un musée laboratoire vraiment à part égale. Voilà. Oui. Mais donc, à part vous, en 2009, personne n'avait exploité ce fonds? Non, personne. Même, il n'y avait pas eu une exposition, il n'y avait rien eu quoi? Il y avait eu une exposition en 1951. La première exposition, alors c'est rigolo parce que c'est encore une fois la Bretagne qui a été choisie. Je vous ai montré tout à l'heure le nouveau bâtiment à Chaillot. Je vous ai dit que le musée, il était en dessous, il n'avait pas de locaux, donc, enfin des salles d'exposition. Et donc il faisait ses expositions un peu partout ailleurs. Mais en 1951, ils avaient fini de ranger la documentation, les objets, etc. Et ils avaient de la place. Et la première exposition qui a été faite dans les lieux des ATP, 1951, était consacrée à la Bretagne. Mais les archives de 1939 étaient tellement inaudibles qu'il n'a pas du tout été question de cette enquête de 1939. Voilà, donc elle n'était pas connue. À Rennes, en 1942, Fallerin était venu remettre, parce que Rivière, contre les attaques qui étaient faites, alors j'ai mis en avant la défense de la langue bretonne, mais vous avez entendu aussi que l'abbé Perrotte, comme Loïs Herrieux, c'était des collecteurs. Ils avaient, d'ailleurs, l'abbé Perrotte, il avait créé un concours pour que les gens viennent chanter. Ils ont chanté ou envoyé des chants, hein, et il a constitué le Barzaz Branléon. Hein, il faisait ça pour la Bretagne, pour la Haute-Loire, et d'ailleurs après, il y a eu les écomusées, il y a eu des musées en région, et les ATP ont toujours collaboré. Rivière vraiment, il faisait ça dans le sens du partage. Voilà, donc, en 1942, officiellement, on est en
sous l'occupation. L'abbé Fallerin vient avec Rivière ici à Rennes et ils offrent aux doyens de l'université officiellement un jeu de photos et un jeu de copie des disques. Les films n'avaient pas été tous développés, mais voilà. Donc, officiellement, ils ont remis aux Bretons en 1942 ce patrimoine qui était le leur, enfin, patrimoine, c'était pas le terme à l'époque, qui était le leur. Donc, c'était connu, mais non, parce qu'en cette période, puis après la libération, ils avaient d'autres crèmes à fouetter, comme je dis, parce que je n'aime pas fouetter les chats. Donc, ça s'est un peu tombé aux oubliettes. Enfin, voilà, c'est... Donc vous avez numérisé les disques Alors, les disques avaient été numérisés en priorité en 2000. On avait eu des financements pour le changement de support et la sauvegarde des archives sonores. Évidemment, celle de 39 avait été prioritaire. Et donc, moi, oui, c'est moi qui ai numérisé les photos et les archives. Et je venais même le samedi au musée pour le faire, parce que il y avait tellement de boulot, j'avais tellement de boulot par ailleurs que si j'avais pas fait ça... Mais c'est très bien que je l'ai fait, parce que j'étais là devant le scanner et je prenais feuillet après feuillet, et du coup, je prenais connaissance du document. Que si on l'avait envoyé à un prestataire de service, bon, il l'aurait fait sur des machines, moi j'aurais gagné du temps, mais j'aurais pas pris connaissance de ce fond. Et après, donc, c'est en lisant, en découvrant, j'ai lu toutes ces anecdotes, j'ai pris aussi, sur mes vacances d'été, de saisir, de dactylographier donc le cahier du journal de route. Je me le suis fait dicter par ma mère, comme ça je gagnais du temps, voilà, je tapais, elle me lisait. Enfin, oui, j'ai fait ça, mais parce que, voilà, c'était une manière de rentrer dans ce fond et de le découvrir, et j'étais gagnante, finalement. Donc, voilà. Donc oui, c'est moi qui l'ai fait, avec mes petites mains. Pardon. C'est que j'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça. Mais moi non plus. Très bien. Je fais croire. Mais je trouve ça formidable que ça ait pu être fait en 1939 parce que bon, j'y connais pas grand chose, en tout cas comparativement à, j'imagine, la plupart des gens ici. Mais durant la Seconde Guerre mondiale et après la mécanisation de l'agriculture, les phénomènes d'acculturation, ils ont dû être... Enfin, ça ne devait plus être la même Bretagne avant la Seconde Guerre mondiale qu'après. Oui, tout à fait. Et justement, un documentaire qui m'avait aidé et qui parlait de cette mission, j'avais vu tout à l'heure en parlant avec certaines étudiantes. C'est un documentaire assez long que j'avais vu sur France 5 et qui retraçait le monde paysan d'il y a plus de 100 ans jusqu'à maintenant et j'ai vraiment l'impression qu'il parlait de cette mission-là. Et j'ai pas le titre, mais ça peut être intéressant. Mais est-ce que vous êtes renseigné, oui, sur tout ce phénomène, comment a été transformée la Bretagne après cette guerre Alors moi non, parce que c'est pas mon travail, c'est plutôt celui des sociologues, des géographes, des historiens. Mais par contre, vous verrez tout à l'heure dans le film, il y a un commentaire, je sais plus, c'est de Janine Boyer, notamment au début, vous allez voir une longue séance qui dure 4 minutes où ils ont filmé la danse à Surzur, dans le presbytère. Vous allez voir que c'est que des personnes âgées. Et elles racontent qu'elles étaient contentes, ces personnes, ces messieurs et ces dames de Surzur, de se réunir pour danser à nouveau, parce que déjà, à leur époque, c'était fini. Donc, les enquêteurs, ils sont venus, ils ont cru découvrir des choses qui étaient vivantes, mais pas du tout. On était déjà à une époque d'acculturation. Et c'est de la sauvegarde déjà qu'ils ont fait. Hein. Donc, moi, j'ai pas étudié ça, mais effectivement, et partout. Donc, l'intérêt des enquêtes qu'a fait après Claudie Marcel Dubois et Maggie Pichonnier-Andral, qui l'a rejointe, qui est sa collaboratrice pendant toute sa carrière, de 1946 à la fin des années 80, c'est justement d'avoir été dans cette France rurale, enquêter auprès des personnes âgées, des derniers représentants de cette France de l'ancien temps, des choses dont avaient souvenir uniquement des personnes déjà très âgées.
Et c'est des documents qui sont donc aujourd'hui aux Archives nationales très très précieux, parce que le phénomène d'acculturation et de disparition était déjà en marche. Alors après la guerre et pour moderniser la Bretagne, il y a eu tout ce saccage des bocages pour avoir une agriculture plus performante. La Bretagne était très très pauvre, hein. Mais le reste de la France aussi. Si vous allez sur le site du MUSEM et que vous pouvez voir certaines photos, vous verrez que dans les Landes, en Aubrac, en Provence, les gens y vivaient sur à la campagne, hein, dans des fermes avec la terre battue, des objets qui étaient dignes de rentrer aux ATP, qui étaient déjà faits plus d'une façon artisanale. Mais les gens étaient vraiment très pauvres, et cette civilisation paysanne, parce qu'on peut parler de civilisation, était, oui, effectivement, déjà en train de disparaître. Voilà, donc, mais il y a plein d'ouvrages de sociologues et d'historiens qui parlent de ça pour la Bretagne. Vous trouverez facilement. Oui, excusez-moi, je me demandais combien d'inédits... Est-ce que vous avez fait regarder par rapport aux archives de Dastum, s'il y a des choses qui se recoupent dans ce qui a été collecté lors de cette mission et dans ce qui existe depuis les années 70? Alors, c'est intéressant parce que les étudiants ont fait ce travail. Je les ai envoyés évidemment à Dastum, qui ne connaissaient pas, et qui est une mine. Hein, et je leur ai, justement, comme ces fonds de 39 sont très abîmés, je leur ai conseillé d'essayer de retrouver l'équivalent, enregistré après d'une manière technique un peu meilleure, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces archives des ATP, avant le revival des années 70, avec les jeunes qui partent sur le terrain, qui vont collecter eux-mêmes avec les cassettophones, tout ce qui a été fait aux ATP avant, en fait, ça permet de faire une transition entre donc, de la fin des années 30, avec la mission 39, jusqu'aux années 70, où là, les jeunes musiciens, qui ne sont plus aujourd'hui, partent sur le terrain et retrouvent aussi ces personnes âgées et se réapproprient ces airs et continuent à faire de la collecte jusqu'à aujourd'hui encore, hein, parce qu'il y en a toujours à faire. Et c'est rigolo parce que dans ces années 70, les deux ethnomusicologues des ATP, voyant ces jeunes arriver sur le terrain, elles se disent, bon, bah, nous on a fini notre travail, on va aller voir du côté des zones francophones, Québec, Louisiane, Antilles. Qu'est-ce qui reste des traces des anciens chants de France qui sont partis avec l'immigration, donc des chants qui pourraient provenir du XVIIe, du XVIIIe, etc. Donc en fait, ces archives-là, celles qui sont venues après, hein, forment un continuum avec celles des ATP. Et effectivement, il y a des choses qui ont été recollectées, donc on peut, en Auvergne, en Provence, retrouver l'équivalent et essayer d'étudier la transformation des chants. Mais ça, c'est un travail que doivent faire des musicologues et des ethnomusicologues, et qui n'est pas vraiment fait, en fait. Mais il y a la possibilité. Et concernant les équivalents avec Dastum, justement dans l'exposition, dans la playlist avec le QR code, il y a parfois par exemple 1 bis ou 2 bis, et quand il y a bis, il y a le logo de Dastum. C'est parce qu'on a justement collaboré avec Dastum qui nous a envoyé l'équivalent des chants qui étaient enregistrés pendant l'émission. Il n'y en a pas pour tous les chants, mais pour certains, on a des versions en meilleure qualité et plus récentes. D'accord. Et du coup, ça me fait penser que ils sont passés, Marcel Dubois et Falcrin et Auboyer, ils sont passés à côté de plein de choses extrêmement intéressantes. Par exemple, le camp d'Adiscan, ils ne savaient absolument pas ce que c'était. L'abbé, il était du Léon, donc c'était pas du tout son coin. Claudine Marcel Dubois, elle débutait comme ethnomusicologue, et ils en ont enregistré un. Et donc, c'est les informateurs qui leur ont dit, ça s'appelle camp d'Adiscan, et l'abbé l'a traduit chant et des chants, ou chant et contre-chant. Et étant là, en 1939, ils auraient pu dire « Ah, mais c'est extraordinaire, on va enregistrer autour, on va rester là ». Alors, ils ont fait un travail très approfondi à Surzur, où l'aspect musical est très intéressant aussi, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais ils sont passés à côté du camp d'Adiscan, par exemple. Mais pourquoi? Parce que l'abbé, lui, ce qui l'intéressait, il était du Léon, et il était linguiste. Et ce qui l'intéressait, c'était d'aller étudier le vanté, qui est un breton très différent. Et il est d'ailleurs parti 10 jours avant le début de la mission, début juillet,
pour se faire à la langue. Au début, il ne comprenait rien de ce qu'on lui disait. Voilà. Donc, se focaliser comme ça sur le Pays Vanité pour étudier les danses et la musique, c'était très bien, mais il aurait fallu faire un travail aussi approfondi en Centre-Bretagne, en Cornouailles du Sud, et ils sont passés à côté de la transformation, on l'entend dans le film aussi, parce que je lis des commentaires de Janine Boyer, du passage, du renouveau avec la grande cornemuse, le grand biniou qui se réintroduisait. Hein. En fait, ils étaient à un moment de transition, de disparition de cette civilisation paysanne et de renouveau qui a été interrompu par la guerre et qui après a été relancé, puisque en 28, il y avait le Maine qui avait fondé la CAV. Et après, il y a eu la Baudet des Garçons d'Érian, et après, dans les années 50, c'est reparti de Paris. Il y a eu René-Yves Creston aussi, dans la fin des années 40. Oui, lui, pendant la guerre, il avait saisi cette opportunité pour créer un institut d'ethnographie. Oui. Mais voilà, les enquêteurs, ils sont passés à côté de quelque chose qui était en train de se transformer et qui a quand même réussi à se transformer après-guerre et dans les années 50. Quoi. Voilà. Donc on a un continuum, effectivement, avec des trous. Mais ouais, c'est vraiment intéressant de voir ça. Et s'il n'y avait pas eu la guerre, qu'est-ce qui se serait passé? Comment ça se serait passé? On ne sait pas. On ne saura jamais. Donc l'avantage qu'ils ont eu, cette équipe, c'est qu'ils avaient des appareils d'enregistrement, alors que les locaux, là, comme la Péperotte ou l'autre, oui, eux n'ont pas pu enregistrer en fait. Non, alors effectivement, ça je ne l'ai pas dit, mais je vous ai dit qu'ils étaient presque 4 avec l'appareil enregistré, mais dans le rapport qu'ils finalisent en avril, pour le 7 avril, pour avoir le financement donc, de la Caisse nationale de la recherche scientifique, ils mettent en avant l'aspect nouvelle technologie de l'enquête. Effectivement, cette enquête, elle tourne la page des folkloristes qui notaient, et là, ils disent, mais c'est très difficile de noter une langue exactement. Alors, avec la linguistique, l'alphabet phonétique international, on peut. Mais noter une mélodie exactement telle qu'elle est chantée, avec toute sa finesse, c'est impossible. Alors que l'appareil enregistré, il est complètement objectif, lui. Donc, évidemment, oui, ils ont mis en avant ça. Et ça a fondé l'ethnomusicologie institutionnelle de la France, parce que je vous dis, on a tourné la page du folklore vers une ethnologie musicale, future ethnomusicologie. Et l'appareil enregistré, effectivement, est déterminant dans l'évolution de cette discipline. Après, pour la danse, il a fallu attendre les caméras. C'est pour ça qu'on a énormément de retard dans l'étude de la danse, dans le milieu de l'ethnomusicologie, parce que c'est arrivé un peu tard. Voilà. Donc oui, la technologie est très très importante. Et on oublie d'ailleurs combien une science peut faire des avancées grâce à des découvertes, mais aussi grâce à des supports techniques. Mais il me semble que ça a été fait avant par la compagnie du gramophone en 1932. Ils ont envoyé une équipe avec Hermann Wolf. Oui. Enregistré pas mal de disques. Oui, en 1900 aussi, à l'exposition universelle de Paris, le docteur Azoulay, qui était phonéticien et qui s'intéressait donc aux langues, à l'appareil phonatoire, et aussi parce qu'il essayait de comprendre pourquoi il y a des accents, des langues différentes, etc. Ils ont gravé sur cylindre et après sur disque différents parlers. Oui, c'était pas nouveau, mais c'était la première fois que ça se faisait dans ce musée, dans une institution, dans un but scientifique organisé. Parce que Rivière dit, j'ai l'intention de placer la Bretagne en tête de missions qui vont être organisées systématiquement. Voilà. Bon. Et moi, je me demandais pourquoi vous aviez choisi justement de récolter ces archives et pourquoi cette mission et qu'est-ce qui vous a tout d'un coup poussé à le faire alors que ça faisait des années justement que ça n'avait pas été fait? Parce qu'il y avait la numérisation qui était là. Déjà, les fonds étaient numérisés. Voilà, moi, j'avais l'appareillage pour le scanner pour numériser les photos, les archives écrites. Et parce que c'était la plus ancienne. Et là, le musée allait fermer, puisque déjà en 2005, il y a un arrêté ministériel qui ferme le musée au public. Et donc, le chantier des collections se met en place. Et moi, je me dis que c'est vraiment le moment
de valoriser ces fonds, puisque le chantier portait surtout sur les objets à 3 dimensions, hein, et donc moi j'étais pas trop impliquée dans le renouveau du musée, partant vers le MUSEM, donc je me suis dit que c'était vraiment intéressant de le faire, et j'étais, je l'avoue, très très heureuse que ce soit la Bretagne, puisque je suis bretonne moi-même, qui ait fait l'objet de cette première enquête. Bon, ça aurait été le Berry, j'aurais fait le Berry avec plaisir, mais voilà, j'étais encore plus heureuse que ce soit la Bretagne. Mais oui, je sais, parce que c'était la plus ancienne enquête, et jamais après, il y a eu autant d'archives pour une enquête, sauf l'Aubrac, mais là c'était une enquête pluridisciplinaire, il y avait plein de chercheurs du CNRS qui s'étaient associés, un peu comme à Plausévet, si vous savez, cette enquête qui avait été diligentée par le Musée de l'Homme. Mais voilà, celle de 39, elle était vraiment exceptionnelle. Et comme moi, j'avais dans les placards toutes les archives, je voyais bien les mètres linéaires ou les centimètres linéaires qu'occupait une archive ou une autre. Voilà. Et après, les deux dames là, dont je parlais, Claudie Marcel Dubois et Maggie Andral, elles ont fait énormément d'enregistrements. Et d'ailleurs, de plus en plus, dès lors que la bande magnétique a été utilisée en 52, elle arrive en 52 au musée, mais après, donc voilà, elle se focalise sur les enregistrements et elle ne prend plus beaucoup de notes, il n'y a plus de journaux de route, voilà, donc c'était un fonds vraiment exceptionnel. Juste pour rebondir à ce que vous avez dit, aussi par rapport à ce côté inédit de la mission, alors ça a sûrement déjà été découvert, mais quand on on devait exposer des livres des fonds anciens de la BU, dans laquelle se situe l'exposition, on a découvert dans un livre de Bureau du Coudray, en fait, qu'il avait, suite à un retour d'une de ses missions, il avait obtenu une mission de la part du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pour aller en Bretagne un petit peu à découvrir certaines chansons. Donc c'est ce qui a donné son recueil de chansons 30 000 livres de Bretagne. Donc il y avait déjà un ministère en 1885 qui avait, alors qui n'avait pas été de manière aussi officielle et s'organiser envoyer une mission. Alors par contre il n'y avait pas encore d'enregistreur sous-bité. Oui, non, ça c'est pas complètement nouveau, puisque en fait c'est à la période romantique qu'on s'intéresse aux paysans. Et après, avec les folkloristes, eux, ils vont s'intéresser aussi dans la continuité des romantiques. Et déjà, comme les décennies sont passées, ils sont un peu plus armés, il y a intellectuellement parlant, je veux dire, il y a des questionnaires d'enquête qui sont rédigés. Donc oui, ça c'était... sur les précurseurs des groupes de musique bretonne. Et je me suis rendu compte que j'étais obligé de faire un peu l'historique de la discographie bretonne. Et du coup, je m'étais intéressé à cette séparation incroyable qu'il y a entre les ethnologues et les commerciaux. C'est-à-dire que dès l'apparition de l'enregistrement, il y a ceux qui se dirigent vers l'authentique et ceux qui se dirigent vers ce qui est vendable éventuellement. Voilà, c'est ça, ce qui plaît au public. Oui. Et donc, dès le début, on a Théodore Botrel et puis justement les premiers rouleaux de cire. Oui. C'est vraiment passionnant de voir que les sonneurs sont enregistrés par la mission, la compagnie du gramophone, les chorales, parce que c'est éventuellement vendable. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que Fadrin et Claudie Marcel Dubois vont voir les gens dans leur ferme pour autre chose. Voilà, tout à fait. C'est passionnant. Ah oui, Botrel, évidemment. Et tous les bardes. Oui, le barde de Puef, qui avait répondu d'ailleurs à un questionnaire d'enquête, et il disait, mais venez me voir, mais moi j'ai déjà collecté tous les chants, j'ai tout ça, je vais tous vous les chanter. Il espérait qu'on vienne l'enregistrer, et lui il chantait avec sa voix de ténor. Il croise les groupes folkloriques, c'est très intéressant, mais ils les mettent bien de côté, parce que c'est pas ça qui les intéresse. Et le travail de l'ethnologue, c'est pas de publier des disques pour le public, ou pour un certain public, en fait, c'est de valoriser ces cultures d'une autre manière. Oui, la recherche de l'authentique. Après, ça pose plein de questions, parce que Botrel, il a une authenticité aussi. Oui, on ne peut pas la discuter. Enfin, si, on peut la discuter, c'est intéressant, justement. Ça, c'est des questions. Quant à la tradition aussi, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on va danser, moi, quand je vais danser au Fesmood, est-ce que je suis dans la lignée de mon arrière-arrière-grand-mère? Vaste question.